Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale puisque ça va parler de SI. Comme la dernière fois que j'avais fait une vidéo sur la physique, bah là ça va être encore de la fausse SI entre guillemets parce que c'est principalement des maths. Ça va parler encore une fois d'analyse vectorielle. On va parler base et changement de base. Donc bah, partons tout de suite. Ok, on place une première base qu'on va appeler R0. Okay. Donc là c'est le point O. Et puis on a deux vecteurs. Alors on va faire les calculs en 2 dimensions, mais en vrai ça marche pour la 3 dimensions évidemment. Il faudra juste rajouter un truc, mais bon évidemment c'est pas super pratique sur une feuille en 2 dimensions. Hein. Et du coup, comme vous l'aurez deviné, comme ça parle de changement de base, on va décider évidemment une deuxième base. X1, Y1. Et c'est toutes les deux des bases orthonormées, parce que c'est plus simple. Tac. Voilà. Et ensuite, on va juste dessiner, pour la suite, l'angle alpha entre EX1 et EX0. Et du coup, on va s'intéresser à un vecteur quelconque, U, et on va s'intéresser à la question suivante. Étant donné qu'on connaît la position du repère R1 par rapport au repère R0, et qu'on connaisse aussi la position du repère U dans le repère R1, comment on peut faire pour combiner tout ça et trouver la position de U dans le repère R0. Et la position c'est simple parce que c'est juste une addition, mais la vitesse, comment on va faire? Donc, on va poser ça tout de suite. U, je vais le définir comme la composante en X dans le repère R0, plus la composante en Y, tac. Ça va faire X0, EX0, plus Y0, EY0. Et du coup ici, c'est bel et bien par rapport au repère R, on va noter R ici, R0 pardon, parce que c'est exprimé avec les vecteurs de R0. Et du coup, la dérivée de ce vecteur dans le repère R, 0, c'est x0 point EX0 plus y0 point EY0. Tout simplement parce que quand on va dériver, du coup on va dériver ce truc là en fait, et on va dériver ce truc là, on va dériver d'abord x0, et ici en fait le vecteur on va pouvoir le passer en dehors de la dérivée parce que c'est justement une constante, parce qu'on dérive dans le repère R0, donc dans le repère R0, le vecteur x0 il est constant, et du coup c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce truc là. Donc maintenant la question qu'on va se poser, c'est le repère, la dérivée de ce vecteur dans le repère R0, c'est quoi en fonction de la dérivée dans le repère R1, et puis de potentiellement d'autres trucs. C'est quoi son autre expression en gros? Si on utilise les données ici, comment on peut les utiliser pour reproduire, pour reconstituer la vitesse de U dans le repère R0? Donc premièrement, ça va être très simple. On va commencer par dire U c'est égal à O jusqu'à O1. Donc d'abord je vais jusqu'à ici. Une fois que je suis ici, c'est bon parce que je peux exprimer, je suis dans la base R1, donc je peux facilement exprimer le repère, le vecteur U pardon. On va tout simplement prendre une composante en EX1 et une composante en Y1. Tac. Donc ça va faire X1 EX1 plus Y1 EY1. Ça va être notre vecteur U. Voilà. Donc en vrai là c'est pas super compliqué parce que maintenant il va falloir juste dériver. On va dériver ça, on va dériver ça, on va dériver ça. Là par contre la petite différence c'est que ici le vecteur EX1 il bouge dans le temps, il se déplace. Et du coup on va pas pouvoir le sortir de la dérivée, il va falloir faire un produit. Et déjà il va falloir savoir ce que ça veut dire EX1, qu'est-ce qui vaut EX1 en fonction du temps. Donc là je vous ai mis l'angle alpha, c'est tout simple, il faut juste faire une petite projection, voilà.
Et ensuite, pour nous aider dans le calcul plus tard, on va mettre les dérivés. Ça vaut ça. Ici, là, j'ai juste noté dt, mais en gros, c'est juste pour pas avoir à mettre d sur dt. Mais c'est la même chose. Ok, donc maintenant qu'on a fait nos petits calculs, bah, on va pouvoir juste dériver ce truc-là, hein, puis petit calcul de Golemont. Tac. Voilà, donc une fois qu'on a dérivé, du coup, on dérive ce truc-là, ce premier truc-là, on verra ensuite l'interprétation de ce truc. Et ensuite, on va dériver le produit. Donc d'abord, on commence par dériver x1 et y1. On va, du coup, ça nous donne ce terme ici. Et ensuite, on va dériver par rapport au temps les deux vecteurs qui, du coup, comme je le rappelle, ils bougent dans le temps. Donc, ça va nous faire ceci. Là, du coup, c'est exactement ce qu'on a trouvé là. C'est la même chose. Paf. Et du coup, maintenant, place aux petites interprétations. Hein, parce que, bon, évidemment, si le but, c'était juste de faire un petit calcul de bouchon, ça aurait qu'un intérêt. Donc là, on a le vecteur OO1 et on a la dérivée. Donc, qu'est-ce que ça représente, cette dérivée-là ? Ça représente tout simplement la vitesse du repère R1 par rapport au repère R0. C'est-à-dire qu'on a une base du coup qui se déplace, enfin le centre de la base se déplace en fonction du temps. Il suit un certain chemin et on va le dériver, on va obtenir directement le vecteur vitesse de R1 par rapport à R0. Donc ça, c'est le premier vecteur. Ensuite, le deuxième vecteur, on remarque que du coup, si du coup on prend le vecteur U, enfin plutôt sa composé ici dans le repère R1, quand on dérive, bah, on obtient ça en fait. C'est-à-dire que quand on se place dans le repère R1, on regarde le point U, si on regarde les dérivés, la dérivée par rapport au temps, ça va être ce truc-là, parce que dans la base R1, les vecteurs EX1 et EY1, ils varient pas. En gros, c'est comme si on avait une nouvelle base, on se plaçait comme ça, là on regarde, on est ici, et on voit le point bouger, et donc du coup, bah, la vitesse apparente qu'on voit, c'est exactement celle-ci, c'est ce terme-là. Du coup, bah, ça peut être représenté comme la vitesse relative de t dans le repère R1. Okay. Et ensuite, place au dernier terme. Donc là, on a un petit alpha point. Donc alpha, c'est l'angle ici. Et du coup, il varie évidemment en fonction du temps. On veut un truc le plus général possible, donc du coup, on met un truc qui va en fonction du temps. Mais alpha point, c'est pas forcément une constante, c'est-à-dire que même la vitesse angulaire peut elle-même varier. On aurait du coup une accélération angulaire. Bref, c'est du détail. Ce truc-là, il y a un truc excellent, c'est de le factoriser en un produit vectoriel. Qui est ici. En fait, vous pouvez vérifier, mais quand on fait le produit vectoriel ici, on obtient exactement les deux termes qui sont ici. En ayant factorisé par alpha point, lui on s'en fout parce qu'on le factorise devant, donc il n'a aucun intérêt. Mais une fois qu'on a factorisé, on se rend compte que du coup on a un vecteur, une sorte de vecteur unitaire, qui du coup il est ici, la composante en x et en y, elle est de 0, et il a une composante en z. Donc si je représente mon repère comme ça, ce vecteur-là, il a 0 en x, 0 en y, et 1 en z. Du coup, c'est le vecteur qui est, en fait, là du coup j'aurai mon vecteur ex0. Ici, j'aurai ma deuxième base ex1. Bon, c'est pas ouf comme ça en 2D, mais bref. Faut imaginer que ce truc-là, il est sur le plan. Les deux vecteurs sont sur le plan. Ils sont sur le plan x, y. Et là, du coup, on a un vecteur qui part comme ça, alors qui est vraiment perpendiculaire aux deux plans. Et ici, du coup, bah, on a notre vecteur x1, y1, mais dans le repère R1. Encore une fois, on se place dans le repère R1 et on regarde, tiens, notre point il est où ? Bah, il est en x1 plus y1, il est là. Et voilà. Et ensuite, du coup, quand on fait de la SI, on appelle généralement ce truc-là oméga de R1 sur R0. Voilà.
Voilà. Donc du coup, au final, si je réécris notre relation finale, hein, tac, on va le noter en noir. La dérivée du vecteur dans le repère R0, c'est la vitesse du repère R1 par rapport au repère R0, plus la vitesse de U dans le repère R1. Donc imaginons qu'on est dans un train, c'est pratique, parce que si on connaît la vitesse du train par rapport au sol, puis la vitesse d'une personne qui se déplace dans le train, on peut tout simplement les additionner, et on trouve direct la vitesse absolue du bug qui marche dans le train. On connaît la vitesse par rapport au sol. Et du coup là, petite précision, il faut bien les vecteurs. Dès qu'on parle plus de vecteurs, si on parlait juste uniquement des scalaires en cachant les vecteurs, ça marcherait plus. Donc il faut bien mettre les vecteurs. Et ensuite du coup le dernier terme, extrêmement stylé. Parce que, encore les deux là, on peut encore se rendre compte, on se dit, bah oui, évidemment, la vitesse du bug par rapport au sol, c'est la vitesse du train par rapport au sol, plus la vitesse du bug par rapport au train. Bon. Mais il y a un truc qui s'ajoute ici, et ça apparaît uniquement quand il y a une rotation. Parce que ici, si alpha point c'est égal à 0, donc c'est-à-dire que si alpha il est constant, donc mon repère R1 il tourne pas par rapport au repère R0, il reste toujours fixe, bah ce terme là il s'annule. Et du coup, notre intuition en quelque sorte elle est bonne. Mais dès que le truc il commence à tourner, et il y a ce terme là qui se rajoute, et ça a un lien avec la force centrifuge. Donc du coup ce terme c'est tout simplement le vecteur taux de rotation qui est du coup incliné au-dessus de nous et qui est proportionnel à la vitesse angulaire, et le vecteur U dans le repère R1. Voilà.